Si notre pays flanche, parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. Porter à 5% du PIB le budget de la défense d'ici à 2035, cela équivaut à le doubler pour la majorité des 32 membres de l'OTAN. Le capitalisme n'aurait pas vécu et survécu sans l'arme militaire. Le cœur de Bagdad enflamme ce matin. Le principal complexe présidentiel fait l'objet de l'attaque des blindés américains. Vous avez les guerres pour les ressources. On égorge, on viole, on massacre des civils, d'abord pour ça. Des mines d'or, de diamants, de cobalt. Vous avez la guerre à la nature. Le président brésilien considère la déforestation comme une nécessité pour le développement économique. Ce sont des guerres qui peuvent opposer les États, mais ce sont aussi des guerres contre les peuples. Le capitalisme français devait à la fois mener des guerres contre ceux qui le menaçaient à l'extérieur, mais qu'il devait aussi et surtout mener des guerres à l'intérieur contre les populations qu'il considère comme des populations dangereuses. J'ai perdu ma main suite à l'explosion d'une BF4. On groupe nos forces, ensuite on les encercle. J'ai perdu l'usage de mon œil droit. Et après on les tape. Un tir de LBD 40 plein dans l'œil. Cette idée de islamo-gauchisme, c'est une manière en quelque sorte de cibler des populations. Et le racisme, c'est vraiment un instrument du capitalisme colonialiste et impérialiste. Je suis économiste, j'ai été enseignant-chercheur à l'université de Saint-Quentin-en-Yvelines et directeur de laboratoire. Et je suis également membre du conseil scientifique d'Attac et une partie de mes recherches porte depuis très longtemps sur la question des industries d'armement et plus généralement du militarisme en relation avec les transformations du monde. Cette augmentation massive des dépenses militaires, elle ne m'étonne pas parce que c'est un processus qui a été largement amplifié par le gouvernement Macron depuis 2017. Les dépenses militaires ont augmenté entre 2017 et 2024 de plus de 50%. Et avec les nouvelles augmentations annoncées, on aboutira à un doublement du budget militaire d'ici 2027. Entre 2017 et 2027, les dépenses militaires auront donc doublé en France, alors que les dépenses sociales diminuent. J'ai essayé dans Un monde en guerre, publié en 2024, en mettant un S à guerre, c'est très important, d'essayer d'expliquer cette diversité de la militarisation. Le pluriel de guerre n'est pas simplement qu'il y a beaucoup de guerres, il y en a plusieurs dizaines qui persistent depuis des dizaines d'années, principalement sur le continent africain, qu'on appelle des guerres pour les ressources, des guerres pour la prédation des ressources naturelles par les grands groupes industriels, principalement occidentaux, mais désormais également chinois, pour produire tous les produits électroniques dont nous avons besoin, depuis les téléphones cellulaires jusqu'aux armes électroniques les plus sophistiquées. Il y a aussi d'autres formes de guerre qui se sont développées, la guerre à la nature. Et je rappelle que l'humanité fait partie de la nature, donc exproprier en Amazonie les paysans qui cultivaient, ou les communautés qui cultivaient depuis des centaines, sinon des milliers d'années, les ressources pour pouvoir vivre comme ils l'entendaient, exproprier et faire la guerre à ces communautés en Amazonie ou dans d'autres parties en Asie, ce sont aussi des guerres qui sont menées. Et puis vous avez bien sûr, c'est ce dont on parle principalement aujourd'hui, mais il ne faut pas réserver l'exclusivité à ces guerres, ce qu'on va appeler des guerres interétatiques entre les grands États, si vous voulez. Elles ont toujours existé entre l'Inde et le Pakistan. Les guerres interétatiques ont toujours existé, mais on voit aujourd'hui que la guerre qui est faite par le gouvernement israélien au peuple palestinien, qui n'a pas d'État, mais qui est un peuple, la guerre d'invasion qui est menée aujourd'hui par la Russie contre l'Ukraine, sont typiquement ces guerres du XXIe siècle.
Il y a un grand mythe, c'est que le capitalisme, et plus précisément la mondialisation de ces 3 ou 4 dernières décennies, serait facteur de paix. Et à ceux qui affirment cela, que le capitalisme c'est la paix, j'ai envie de répondre assez simplement, mais regardez l'histoire. Regardez l'histoire, hein, parce que on a la mémoire courte si on pense que le capitalisme c'est la paix. Avant 1914, cette thèse était déjà en vogue. Elle a été développée par les économistes libéraux, par les politiques, etc., que finalement, avec le développement des échanges, on aurait la paix. Et c'est vrai qu'avant 1914, les échanges économiques, on appelle ça la première mondialisation, les échanges économiques se sont considérablement développés. Et ils se sont développés en même temps que se développaient les concurrences militaires, les rivalités militaires, les guerres, bien sûr. Les guerres jalonnent le XIXe siècle jusqu'à la Grande Guerre de 1914, qui a précisément opposé les grandes puissances capitalistes européennes. Donc il suffirait de regarder l'histoire, entre guillemets, pour savoir que c'est un mythe que d'affirmer que le capitalisme, c'est la paix. Et puis on voit aujourd'hui que ce qui était présenté comme un facteur de paix, hein, l'ouverture de la Chine, devient exactement le contraire, un facteur d'exacerbation extraordinaire des antagonismes entre la Chine et les États-Unis. Les autres administrations américaines, Obama, Trump 1, Biden, n'ont pas réussi à empêcher l'ascension de la Chine, sa ascension économique et géopolitique d'ailleurs. Trump a été élu pour arriver à résoudre cette question. On ne peut pas comprendre autrement son comportement qui paraît extraordinaire, etc. Il faut désormais utiliser d'autres moyens que la manière douce. Vous avez compris évidemment qu'il s'agit ici de faire la guerre, de préparer la guerre contre la Chine. Donc le mythe que le capitalisme c'est la paix est non seulement un mythe qui est infirmé par tout ce qui s'est passé avant 1914, mais aujourd'hui qui est également infirmé par les rivalités inter-impérialistes qui opposent les États-Unis et la Chine, ou plutôt les pays occidentaux et la Chine. Je considère que le capitalisme n'est pas simplement un régime de domination économique, hein, d'exploitation des salariés, des populations les plus vulnérables, mais c'est aussi un mode de domination sociale. Hein. Le capitalisme n'aurait pas vécu et survécu et triomphé depuis 1492, depuis que les Européens ont organisé la colonisation de l'Amérique du Sud, de l'Amérique latine, n'aurait pas vécu, prospéré sans l'arme militaire. Hein. Elle est à la fois destructrice, hein, j'ai parlé d'un mode d'extermination, mais elle est aussi le moyen, hein, le militarisme et la guerre, un moyen de permettre au capitalisme, aux classes dominantes, de continuer à vivre. On ne peut pas comprendre aujourd'hui les guerres qui sont menées, aussi bien en Ukraine qu'en Palestine, si on ne comprend pas qu'il s'agit là de défendre des intérêts très importants. Et je pense que dans ces guerres, nous avons d'une certaine manière le résumé du fait que le capitalisme ne cherche pas simplement à conquérir des territoires, des ressources, comme il cherche à le faire évidemment à Gaza, mais aussi en Ukraine, hein, puisque les Russes détiennent maintenant plus du tiers des ressources dites des terres rares qui sont indispensables pour produire tous les biens électroniques qu'on consomme aujourd'hui. Le capitalisme comme mode de domination sociale, comme je viens de le dire, eh bien, il est engagé dans des guerres à l'extérieur et dans des guerres à l'intérieur. Hein. Mais ce sont aussi des guerres contre les peuples. Certains médecins disent qu'on a vécu des scènes de guerre. Bah, c'est un peu ça. Ce lien, il est presque organique, il est celui du capitalisme. Ce capitalisme a besoin de fructifier, il fructifie en s'attaquant à ceux
qu'il a dans son pays, d'une certaine manière, en réduisant les acquis sociaux, en aggravant les conditions de travail, en faisant la guerre intérieure à ceux qu'il appelle les ennemis de l'intérieur. Et cette liaison est apparue de façon presque spectaculaire à partir, on va dire, pour simplifier, des attentats terroristes du 11 septembre 2001, mais ça avait commencé bien avant, où en fait on a fait de cette notion du terrorisme finalement une catégorie qui permettait de brider les libertés publiques à l'intérieur des pays et de s'attaquer justement à ceux qu'on va qualifier de terroristes, ces ennemis de l'intérieur. Le meilleur exemple est sans doute une nouvelle fois, hélas, la France, qui, début des années 2020, a publié un rapport au Parlement qui s'appelle « Le continuum de sécurité globale ». C'est ce qui a donné ensuite ces lois sécuritaires dont j'ai parlé, ces lois en particulier sur le séparatisme, ou ce rapport récent sur les frères islamistes et l'islam politique. On a vu surgir la notion d'islamo-gauchisme. On peut presque l'accréditer au ministre socialiste Manuel Valls en 2016, mais elle a eu ensuite un grand succès sous les premiers gouvernements Macron. Cette idée de islamo-gauchisme, c'est-à-dire de mettre ceux qui menaceraient par l'islam et ceux qui menaceraient par le social, en quelque sorte, ensemble ses ennemis, c'est une manière, en quelque sorte, de cibler des populations. On ne sait pas très bien lesquelles, encore une fois, je le répète, mais ça a une histoire en France. Dans l'entre-deux-guerres, l'extrême droite française a mené une campagne qu'elle dirigeait contre ce qu'elle appelait les judéo-bolcheviques. Non pas les islamo-gauchistes, mais les judéo-bolcheviques. Les bolcheviques, c'était les communistes qui voulaient en finir avec le capitalisme en France. La grande différence entre cette campagne contre les judéo-bolcheviques et la campagne contre l'islamo-gauchisme des dernières années, c'est que dans l'entre-deux-guerres, c'était organisé par l'extrême droite, donc des partis qui étaient encore minoritaires dans la Troisième République, alors que les campagnes contre l'islamo-gauchisme ont été directement impulsées à partir même des sommets de l'État. Donc c'est une différence évidemment majeure et qui doit inquiéter, parce que l'extrême droite peut être minoritaire, mais ceux qui sont à la tête de l'État et qui dirigent et qui commandent à la fois les leviers politiques, militaires et sécuritaires, ils ne sont pas minoritaires, ils sont précisément au pouvoir. Donc il y a de quoi s'inquiéter. Le racisme et la xénophobie ont toujours été des instruments privilégiés par les classes dominantes pour diviser ceux d'en bas. Si vous les empêchez, en quelque sorte, de cibler les véritables responsables, les gouvernements et les classes dominantes, pour s'attaquer à leurs voisins, éventuellement leurs voisins de palier, ou encore une fois, ceux qui vont rendre les services souvent les plus utiles dans la société. Que le racisme, c'est une idéologie qui a été utilisée pour justifier d'abord la surexploitation des Noirs, d'abord pendant l'esclavage et puis après. C'est une idéologie qui a aussi été utilisée par la classe capitaliste, par la classe dominante aux États-Unis pour confondre les Blancs. Parce que la plupart des Blancs de la classe ouvrière n'ont pas d'intérêt objectif à être racistes. Le racisme est essentiel aux classes dominantes, je l'ai suggéré précédemment. Il est une formidable aubaine pour le patronat en général, parce que le patronat a besoin de main-d'œuvre immigrée, et les associations patronales demandent en France qu'on accepte, disons, d'introduire des immigrés, mais en même temps, on organise des campagnes racistes, xénophobes, sous le nom d'islamo-gauchisme ou autre, pour interdire à ces immigrés les mêmes droits, dénier à ces immigrés les mêmes droits que les travailleurs français. Le racisme, c'est vraiment un instrument du capitalisme colonialiste et impérialiste.